Donc, bienvenue, merci d'être venu à cet atelier sur l'assurance paramétrique. On va essayer de vous éclaircir, donner quelques éléments pour que vous ressortiez dans 1 heure et demie avec quelque chose de tangible et que vous avez appris quelque chose. Donc, on va faire la présentation bien sûr en français. Les slides sont en français. Yann Bachmann de Swiss Re va faire son morceau de présentation en anglais, mais avec les slides en français. Donc, un peu d'indulgence de votre part. J'espère que vous pourrez suivre. Malgré son accent suisse-allemand, je pense que ça devrait bien se passer. Donc, voilà. Donc, on va faire une présentation en 3 parties. Donc, je fais une intro. Yann va vous expliquer comment on va faire un test on va poser les questions de manière digitale plutôt qu'avec le micro qui fait le tour de la table. On espère que ça marche. Si ça ne marche pas, on retournera à l'ancienne méthode de micro. Et donc, je vais commencer avec une intro du produit. Et après, on va laisser la parole à Violaine de Descartes Underwriting et puis Yann de Swiss Re. Et à la fin, on va faire une petite conclusion. Voilà. On va laisser à peu près 20 minutes pour les questions, parce que, comme on va vous expliquer, ça va être en format digital. Les questions, vous allez pouvoir les poser normalement sur votre téléphone portable. C'est ouvert, et donc ça va être envoyé sur l'écran. Et à la fin, Yann va vous expliquer comment ça va fonctionner. Il y aura un système de vote pour les questions les plus populaires. On va essayer de répondre aux questions qui figurent sur le haut de la liste à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas. Yann va vous expliquer dans un petit court moment comment ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, je suis obligé de mettre ça, mais je pense que vous avez déjà vu ça à plusieurs reprises. Donc, tout le monde est masqué. Moi, j'ai le privilège de pouvoir, nous, pendant qu'on parle, démasquer. Donc, j'espère que ça va bien se passer, mais j'en suis sûr. Donc, voilà pour le déroulement de l'atelier. Les gens derrière m'entendent. Est-ce que le niveau de son est bon? Oui, très bien. Merci. OK. Yann. Okay, thanks. Can you hear me? Thanks, Alan, for the introduction. So what we're going to try today is for the Q&A session, we try to be as interactive and as innovative as possible. So we would like to use Slido today. So for those who are not familiar with Slido, you can either scan the QR code in front. You can zoom in with your phone, it should recognize it. If not, then go on the webpage called slido.com, and there you enter the hashtag AMREC9. You have time during the entire atelier. The questions are open, so you can enter your questions you have, and at the end we'll give you another couple minutes to put additional questions in and vote on questions of yourself, of others, of your colleagues. So basically then we have a ranking, and we can start handling questions according to the importance coming up on the screen. Thanks. Est-ce que c'était clair pour tout le monde? Donc, voilà. On va essayer ça. Donc, n'hésitez pas, quand vous voulez, à poser vos questions. Donc, c'est vrai que je n'ai pas d'écran là. Donc, voici ce qu'on va discuter. Et on va se diviser en 3. Donc, je vais faire l'intro, les 3 premiers points. Et puis, Swiss Re et Descartes vont suivre 4 et 5 avec une mini-présentation de chacun de leur part. Et puis, on a des cas pratiques, des use cases qu'on va présenter, 3 use cases, donc tremblement de terre Japon, cyclones tropicaux et incendie de forêt. Voilà, et puis on va faire une conclusion et on va répondre aux questions. On va s'employer à répondre aux questions. Donc, voilà un petit peu la structure de l'atelier aujourd'hui. Donc, on va essayer de rester un petit peu assez tangible, un peu théorique, mais assez tangible pour vous expliquer des cas concrets qui vous aideraient peut-être à comprendre mieux que si on fait que de la théorie. Voilà. OK, donc, alors, premier constat, comment est-ce que on appelle une solution, la solution paramétrique, comment ça fonctionne? Donc, c'est vraiment il faut que les risques qui peuvent être traités par un paramétrique aujourd'hui, il faut qu'ils soient modélisables, il faut qu'ils soient mesurables. Et typiquement, on a les risques climatiques qui sont, je dirais, peut-être 80-90% des solutions paramétriques aujourd'hui concernent les risques climatiques. On va voir quand il s'agit le vent, la pluviométrie, le tremblement de terre, etc.
Et puis, il y a certains autres risques aussi, l'hôtellerie événementielle, les volumes de production qui sont paramétrables aussi. Donc, c'est vrai que là, s'il y a un point, c'est les dernières deux lignes sur le slide qui sont les plus importants. Tous les risques qui peuvent être quantifiés objectivement, c'est-à-dire par une base de données ou un indice tiers vérifiable facilement, et pour lesquels les risques qu'on veut couvrir sont fortement corrélés à ces indices, peuvent utiliser une solution paramétrique. Donc, très important, indice indépendant vérifiable avec forte corrélation au risque qu'on veut couvrir, enfin au dommage, au niveau de risque qu'on veut couvrir. Donc ça, donc si on peut trouver ça, normalement, ces risques-là sont paramétrables via des solutions. On va vous expliquer aujourd'hui. Donc, le début du contrat, il faut définir précisément et contractuellement dans le contrat, dans le term sheet, les déclencheurs de la garantie, les triggers, c'est très important. Et le plus gros du travail ce qui se fait sous ces contrats, le gros travail, c'est en amont. C'est avant l'application du contrat, et après tout le reste suit. Contrairement à l'assurance, on a l'impression de temps en temps que quand on a fait le renouvellement et mis le contrat, c'est que le début du travail, parce qu'on a encore un gros travail après le sinistre pour essayer de faire déclencher la garantie et faire payer le sinistre. Donc ici, c'est vraiment un travail en amont. La connaissance et la valeur ajoutée se fait sur détermination des paramètres, des déclencheurs, les indices, et les définir contractuellement. Vitesse de vent 100 km/h, déclenche X, vitesse de vent 120. Et ce n'est pas forcément binaire, hein, ça se fait par palier. Donc c'est très important de définir les paramètres qui sont vérifiables sur les bases de données. Et après, une fois qu'on a défini ces paramètres, on met des montants d'indemnisation monétaire en face des paramètres. Donc si la vitesse du vent à cet endroit dépasse 120 km/h, le paiement est de 5 millions, point barre. C'est un forfait. Donc il n'y a pas de notion d'indemnisation, c'est un forfait. Donc il faut bien fixer les paramètres. Si vous fixez les points de déclenchement trop bas, ça peut être déclenché trop vite, le prix est plus cher. Si vous fixez trop haut, c'est moins cher, mais vous risquez de louper le déclenchement. C'est dommage d'avoir fixé un paramètre à 160 km/h. Si à 155, vous avez des dommages importants, mais ça ne déclenche pas le paramétrique. Donc, très important comme point. Et bien sûr, le troisième point, les montants d'indemnisation doivent être quand même proportionnels aux pertes financières. Donc, ce n'est pas juste un outil de spéculation. Il faut que quand vous fixez, vous avez une idée d'une vitesse de vent ou une secousse de la terre ou un niveau d'eau d'inondation, il faut que vous ayez une idée de vos pertes économiques. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un rapport par rapport aux pertes économiques. Ce n'est pas un contrat d'indemnisation, d'indemnité, mais il faut qu'il y ait un rapport entre la perte économique et le paiement sous le contrat. Peu importe si c'est du dommage direct, dommage indirect, perte d'exploitation consécutive, perte d'exploitation non consécutive, peu importe. Tout ça, il faut définir ces montants dans des paramètres. Donc, on vous donne des exemples dans les use cases plus tard. Vous allez voir clairement comment ça fonctionne. Et puis, le dernier point, c'est un point que les financiers comprennent très bien, on appelle basis risk, c'est-à-dire que c'est justement la corrélation entre l'indice et les indemnités, les déclencheurs d'indemnités. Il faut qu'il y ait une forte corrélation. C'est très important parce que c'est ça qui fait que le produit est utile, c'est-à-dire qu'il va couvrir vos pertes et va payer en fonction de vos pertes. Donc c'est tout le travail en avant et axé sur la réduction de ce basis risk au maximum, au minimum plutôt. Le basis risk doit être minimum. OK ? Comment ça fonctionne ? Donc, on nomme sous le contrat ou le term sheet un contrat paramétrique, contrairement à un wording d'assurance, c'est 5-6 pages. Hein, ce n'est pas 80 pages avec des cross-references et des ambiguïtés partout, c'est 6 pages. Donc, il faut fixer la base de données de référence. Donc, il y a des bases de données, et bien sûr, sur le marché, beaucoup en climatique,
Donc ça peut être Météo France, ça peut être une base de données d'un fournisseur de data. Enfin bon, il faut le référencer parce que c'est là qu'on va aller chercher pour voir si le contrat est déclenché. Donc, base de données, il faut référencer dans le contrat. Une autre particularité, c'est que le paiement du sinistre, parce que tout le travail a été fait en amont, parce que c'est forfaitaire, le paiement du sinistre, on vérifie et on reçoit le sinistre dans les 30-45 jours après l'événement. Ça paraît comme ça anodin, mais je ne sais pas ceux qui ont eu le bonheur de travailler sur des sinistres perte d'exploitation suite à dommages directs, un produit qui existe depuis plus d'un siècle, savent, comme ça peut être compliqué avec les forensiques, de mener une expertise perte d'exploitation et on reçoit l'indemnité, même certainement pas dans l'année où on a subi la perte, probablement, si vous avez de la chance, dans l'année suivante et potentiellement dans l'année d'après, dans N+2. Donc vous avez une espèce de mismatch, une asymétrie entre la perte que vous subissez dans vos comptes de résultats et l'indemnité qui arrive un an ou 2 ans après. Et puis il faut expliquer à votre directeur financier, il y a un effet de ciseau et donc il faut ajuster. Donc ça plaît beaucoup au directeur financier. On a l'indemnité vite, dans la même année, il y a un match avec la perte. Après, parce que c'est un produit d'assurance, et on verra après, on va faire une comparaison avec les cat bonds, qui est un produit dérivé, plutôt un produit financier, parce que c'est un produit d'assurance avec les avantages d'un produit d'assurance, il faut quand même que, je crois que les assureurs vont expliquer mieux, partie du travail pour avoir une licence d'assurance pour ce produit, c'est qu'il faut que le client atteste que les pertes qu'il va recevoir, l'indemnité qu'il va recevoir pour ces pertes, soit appropriée par rapport à ces pertes réelles. Donc, une reconnaissance que ce n'est pas de la spéculation pure, que le montant d'indemnité a quand même référence ou est proportionnel au montant de perte économique. Pas perte assurable, perte économique. Donc, dans notre métier, beaucoup de non-PDBI. Donc, il faut attester. C'est une attestation, il n'y a pas besoin de preuves, il n'y a pas besoin d'expertise, c'est un papier que le directeur financier ou le directeur des risques doit signer. Donc, c'est des contrats typiquement annuels, biannuels ou sur 3 ans. Peut-être que ça existe sur 4 ans, mais typiquement, c'est 1, 2, 3 ans. Donc, si vous achetez des pluriannuels, surtout dans le marché actuel, c'est un aspect intéressant, parce que vous avez figé votre couverture et votre prix, tout figé pendant 3 ans. Vous pouvez intégrer, parce que comme c'est des limites aggregate annuelles, vous pouvez intégrer des reinstatements, des options de reinstatement. Si vous avez un contrat de 3 ans et que vous épuisez de la moitié de la garantie dans la première semaine, vous pouvez avoir dans votre contrat un pre-priced reinstatement qui vous donne l'option, et pas l'obligation, de reinstate partiellement ou totalement la limite, pour une surprime, bien sûr. Donc, typiquement, c'est une limite par sinistre et une limite aggregate, comme je viens de mentionner. C'est des contrats typiquement avec des aggregates, donc annuels, pluriannuels, des spreads annuels et ou avec spread sur plusieurs années. Et la franchise est une option, parce que, in fine, la franchise est un peu intégrée dans le trigger. C'est-à-dire, le plus que vous poussez le trigger, ça revient à vous donner une franchise. Donc, c'est une franchise qui est intégrée dans le produit, mais si vous avez peut-être un budget, un coût à maîtriser, en mettant une franchise dans le contrat, vous pouvez avoir un effet sur un gros effet. Ce n'est pas comme une franchise sur un risque de fréquence où il y a un gros effet. Là, c'est une franchise sur un risque de sévérité, donc l'effet est relativement faible. Mais néanmoins, ça permet de réduire un peu la prime si vous en avez besoin. Je crois que le prochain slide va être une comparaison qu'on a essayé de faire. Donc l'assurance traditionnelle, c'est notre point de vue. Donc il y a pas mal de subjectivité dans cette analyse. En tant que risk manager, ayant pratiqué les 2 solutions, l'assurance traditionnelle depuis longtemps et les paramétriques depuis moins de temps, voilà un constat relativement simple qui est subjectif, mais qui vous donne une idée de la comparaison des critères entre paramétrique et assurance traditionnelle. Donc, basis risk. Donc, j'ai expliqué la corrélation entre l'indice, entre la perte et le montant que vous récupérez en assurance ou en paramétrique. Donc, le but en paramétrique, c'est de le mettre bas. J'ai mis bas à moyen parce qu'on ne peut pas toujours être très bas. Mais donc, le basis risk est normalement bas à moyen. En assurance traditionnelle, là, je parle de dommages parce qu'on parle de risque climatique. En dommages, c'est relativement bas parce que les dommages directs sont remboursés à leur prix de reconstitution ou leur prix de vétusté déduite ou comment le contrat est. Donc, c'est relatif. Le basis risk est bas parce
que vous récupérez ce que vous avez perdu. Par contre, en PE, de moins en moins, enfin, est très élevé le basis risk parce que votre PE, enfin, dans notre métier qui est du retail, dans des zones exposées climatiquement, nos pertes sont 90% en non-PDBI. Hein. Donc, et la PE ne représente pas du tout le montant de notre perte économique, mais pas du tout. Et ça, c'est un gros avantage pour nous, dans notre métier, pour l'assurance paramétrique, qui est pour nous une garantie non-PDBI beaucoup plus efficace qu'une garantie dommage traditionnelle ou, surtout en ce moment et depuis 2 ans, le non-PDBI qui a pu exister dans les contrats traditionnels sont en train d'être réduites, voire éliminées dans le marché dur qu'on subit depuis 2-3 ans. Limite de garantie, là on parle de risque climatique typiquement dans les zones exposées, donc Calquake, Japan Quake, tempête Caraïbes, tempête Gulf of Mexico, tempête Europe. Typiquement, les limites sont en train de fondre quand même dans les contrats d'assurance. Les limites pour ces garanties, ces Expose 4, sont de plus en plus bas. Les franchises sont de plus en plus hauts. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis, enfin, je suis passé au troisième, mais bon, on reviendra, moins élevé en assurance et plus élevé en paramétrique. Parce qu'en paramétrique, vous pouvez acheter des limites plus élevées que ceux qui sont disponibles sur les assurances traditionnelles. Le deuxième point que j'ai loupé, qui est très important, donc certitude de déclenchement. Le paramétrique, par définition, si vous avez bien défini vos paramètres, c'est certain de déclencher. Enfin, si vous avez atteint la limite que vous avez définie. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de risque. C'est un indice, c'est une base de données référencée, c'est certain. Un contrat d'assurance est tout sauf certain. C'est une option de négociation. Être un peu cynique, mais pour les sinistres compliqués PE, c'est une option de négociation pluriannuelle. Franchise, typiquement les franchises 4 sur les programmes d'assurance sont élevées, en pourcentage souvent de valeur assurée, 3%, 5%. Donc c'est des montants qui peuvent être très élevés. En paramétrique, ça peut être 0, parce que la franchise est intégrée dans le trigger, comme je l'ai dit. Le coût, donc là c'est difficile à se prononcer. On donnera un exemple du coût plus tard. Le coût, il est bien sûr très variable en paramétrique. Si vous avez un trigger très haut, il n'est pas cher. Si vous avez un trigger très bas, il est très cher. Donc, vous essayez de arbitrer entre le point de déclenchement et le coût. Mais ce n'est pas un produit qui est bon marché. On est dans les rate on line de pourcentage et pas de pour 1000. Du coup, en assurance, je n'ai pas besoin de vous expliquer que c'est variable et volatile parce que c'est exactement ce qu'on vit, en tout cas, depuis 2-3 ans. Surtout en 4, ça varie beaucoup. C'est les marchés spot qui sont où le coût varie beaucoup. Donc, on le fixe annuellement, mais en tout cas, c'est des marchés très volatiles. Paiement de sinistre, là j'ai mis, donc on a parlé, 30 à 45 jours contractuellement, et par définition par la structuration de la police. Et en assurance, si vous avez une assurance, un risque purement dommage, un vol, ça peut être 3 mois, mais c'est très bien. Mais si vous avez un sinistre avec dommage et beaucoup de PE, là, vous êtes embarqué avec les experts et les forensiques pour 2-3 ans. Voilà. Et le marché de l'assurance est bien plus, beaucoup plus de capacité, beaucoup plus nombreux. Les acteurs sont bien plus nombreux en paramétrique. On a 2 acteurs ici, mais c'est un marché qui est en train de croître. Mais c'est quand même, ça reste relativement petit. Donc voilà. Next. Juste parce qu'on parle souvent de assurance paramétrique et 4 bandes dans la même discussion, dans le même sujet. Et on voulait juste faire une distinction entre les deux, parce qu'il y a quand même des grosses différences entre ces deux produits. Les 4 bandes, ça existe depuis beaucoup plus longtemps que les assurances paramétriques. Et donc, voilà, donc on va faire un par un, Yann, merci. Donc, alors, première chose, c'est le seul point où je crois qu'ils sont identiques, c'est-à-dire que les deux sont déclenchés par des paramètres définis contractuellement. Le 4 bandes, c'est le cas. Et le paramétrique, c'est le cas. Donc, les paramètres, c'est bien des paramètres, des indices indépendants qui déclenchent le 4 bandes ou qui déclenchent l'assurance paramétrique. Même trigger. Donc, attestation de perte, on a parlé de ça, parce que c'est un produit d'assurance. Il faut quand même la notion que l'indemnité a une corrélation avec la perte économique de la boîte qui a souscrit la garantie. En 4 bandes, il n'y a pas besoin, il n'y a rien besoin. Donc, c'est un 4 bandes, c'est un produit dérivé financier, comme on verra juste dans un instant. Next, please. Donc, produit d'assurance,
fiscalement, donc la prime est déductible et les indemnités sont versées. Donc le traitement comptable est le même que pour une assurance traditionnelle. Ce n'est pas du tout le cas d'un cas de bande. Le traitement comptable est très différent parce que c'est un produit financier, c'est un produit dérivé. Et donc là, c'est un note. Si vous mettez un cas de bande en place, vous avez plus de discussions avec votre CFO que l'assurance paramétrique, parce que ça rentre plus dans son domaine. Et les réglementations en matière de dérivés financiers sont beaucoup plus complexes que les produits d'assurance. Et puis, le coût. Il n'y a pas de coût de mise en place pour un paramétrique, à part le temps et la patience. Vous pouvez le faire directement avec ou sans courtier, comme vous le souhaitez. Donc la mise en place est relativement peu pénible. Par contre, le coût de mise en place d'un cas de bande est très coûteux. Beaucoup de frais upfront. Il faut des SPV, il faut des fiscalistes, il faut des banques d'affaires, il faut des avocats. Donc vous ajoutez tout ça et ça fait un start-up cost très important. En résumé, un, c'est un produit d'assurance et le deuxième est un produit financier. Yann ? So, bonjour tous. As Alain said, I'm going to do it in Swiss German. No, just kidding. I do it in English. Swiss Re is a global reinsurance company. So we do have more than 80 offices in in only 29 countries. The important point I would like to outline here quickly is we do have two business units. One is Swiss Re. So this is the classical original one. This is the office doing the reinsurance, the classical reinsurance, and then we have Swiss Re Corporate Solutions, which is taking care of all the corporate business. That's where all my colleagues from Swiss Re Corso here at Amre and myself are coming from. Next, please. So, insurance, that's all we would like to talk today. And there is a lot of potential because looking around, 75% of all natural catastrophes and climate change events to aging population and cybercrime, they're currently uninsured. So there is a lot of potential for all of us, and we need to really play smart and make sure we can fill this protection gap and make our world more resilient. Today I have the pleasure, as Anna already said, I will quickly guide you through the tropical cyclones, or they're called as well hurricanes. The rating approaches, how you can cover these events on a parametric basis. Then looking a bit further that we can even cover CBI, so contingent business interruption with parametric covers. And the last one is it's completely decoupled from any NatCat scenario. We can cover other events on a parametric basis as well, and more to come on that. So cyclones, tropical cyclones. As you can see, we have an example here of 3 different cyclones, or hurricanes we call them, to show you that each hurricane is different. So it never happened to be the same. So these hurricanes all have different footprints, and what you can see on the map on the right side is at the time these hurricanes made landfall in Florida. So at the time they were basically at maximum force entering land. Hurricane number 1 on the right side was Hurricane Andrew in '92. There was a Category 5. So Category 5 on the Saffir-Simpson scale is the strongest you can get. So it goes from 1 to 5. We're talking about 160 miles an hour. So you see pretty condensed, massive, dark colors, strong, just in a local area. Then we have Hurricane Charlie, 2004. That's number 2 on top, made landfall in the area of Tampa Bay. There you can see really tiny. It was a Category 4. Nevertheless, the size compared to number 3 now, which is only a Category 3, Hurricane Wilma, 2005. So basically, Hurricane Charlie can fit into the eye of Hurricane Wilma. But the footprint of Wilma is so large that you still had winds 60 miles from the distance of the
of the eye of the hurricane of more than 96 kilometers an hour. So again, hurricanes, they're really special and they're not symmetric. Okay, what about the covers? How can we cover hurricanes on a parametric basis? So let me start with the first generation model, we call them. We call them first generation because we have a newer generation. They're called cat in a circle or cat in a box. So it has nothing to do with the cat with the 4 legs, so it's just the cat, it's the catastrophic event in a circle. The circle is basically the shape, or the box is the shape you put around your assets you would like to insure, or your to be insured location. And as Anna already said, we always need to have an index provider. And for cat in the circle covers, we use the National Hurricane Center and their storm naming or classification on the category 1 to 5, sorry. Indemnification, I said, we need to indemnify, or we can indemnify only, now it comes the circle or the cat in the box, when the hurricane track goes through this box. Now, the hurricane track is tracked from the National Hurricane Center on a 6-hour basis. So you can see all these dots on the slide. Every 6 hours, you get a classification and confirmation of the strength of the hurricane. So what is it? Is it a 4, a 5, or a 6? And this is basically the reference then for the cover. So if the hurricane goes through the predefined box with a certain magnitude, which you can see then on the payout scale in this table. So we say, is it a Cat 2 event, you get 10%, or the client gets 10% reimbursed from his overall limit. Or if it's a Cat 5, then of course the strongest, he gets 100%. Now, very important as well is the basis risk. It's always the big topic when it comes to parametric, as we have heard as well from Anna before. And there I would like to quickly show the basis risk on 3 scenarios, or 3 plus 1. So scenario number 1, we have a hurricane, category 3. Category 3, we see it's justified for a 25% payout. The track goes exactly through our box, means payout. Very good. What is now? If this hurricane is not a Cat 3, it's only Cat 1. Cat 1 is unfortunately on the table, so there is no payout. Even the hurricane went right over your location. Scenario number 2 is very unfortunate again. So we have a hurricane 3, would justify for 25% payout, missing the box. So again, there is no payout. The last scenario, we have 2 hurricanes. So one is a Cat 3. You get 25% payout going right over your location. So you get, if you have 100 million, you get 25 million paid out. But then there is a second event of a Hurricane 5, just nearly touching, or just touching your circle, and gives you 100% payout. The problem is that the 100% payout is probably cost you a loss, less damage than the hurricane number 3, which only gave you 25%. So how you can mitigate these risks, and what we do then as well, there is an option that we basically add a second circle around the first one with different payout patterns again. So you can really redefine these covers to the maximum. Good. Hurricane, or the category, the new product we launched after the first generation, we call that the Swiss Re Storm. So we don't work with any box, we don't work with any category, and we do not work with any track. However, of course, we have to use a third-party index provider or third-party data provider, and in this case, it's RMS H-Wind. And what RMS H-Wind is doing, for each hurricane, they produce a footprint with the highest recorded intensity for each grid point. So what they do, they basically lay over a grid point over the map, and each grid point, which is a net, or is a grid of 900 to 900 meters, so it's the resolution of the net. Each grid point gets a maximum recorded wind speed where the wind was blowing more than 1 minute, or is exceeding the wind speed limit. And this is basically the reference. So what you can do then, you can basically define the recording location, the closest to your insured location.
So you basically have the most precise model you can get. What is the what is the recorded wind speed at your location? And this is exactly what we do here. And the big advantage is if you have a portfolio of several locations, it's less encumbersome than the cat in a circle, where you basically need to do for each and every location the exercise with the circle around it. I think, Jan, what Jan's trying to demonstrate also is that the basis risk here is much, much lower than the basis risk on the first model. I'm coming to that. Sorry, I'm sorry. No, it's all good. So the indemnification, the payout, it's again, we usually use the payout scale, what we have down here. So how much you get paid out according to the wind speed or to the intensity. We have a case with which you can see the yellow pin there on the map somewhere. It's an island in the Caribbean. Hurricane, what was it? It was Irma in 2007. The recorded wind speed at this location at the time was 163 miles an hour. If you go then to the payout table, you see 163 miles is exceeding the max, which you need to get the 100% limit, which is 135 miles an hour. So client got reimbursed 20 million, full limit loss. The question, or the add-on from Alain before, in respect of how can we mitigate the basis risk. Of course, every parametric cover, or basically every insurance cover, has a basis risk, but how can we mitigate that? And one of the key point here is that usually we always try to stress test the model with the client's experience in the past. So we try to make sure that the model responds, or the newly set up model, like the one here, is or would have responded to the client's experience accordingly. Good, thank you. So that was about hurricane. Now, quickly tapping into the territory of violent earthquake, but very quick. So just to demonstrate that we can do much more than just protecting our client's own assets. If a client has a financial exposure in a supplier, or in a client, in a contractor, sitting, for example, and this is the actual situation with the semiconductor industry, which we all know they're running at the edge. So we have the shortages already, but now semiconductor industry heavily located in Taiwan. What is if this shortage, which we have already, is boosted by an additional earthquake in Taiwan? Then we have a problem, or many of our clients will have a problem, or their supplier have a problem. What we can do there as well is basically structure a cover on a parametric basis for our client's exposure on their supplier sitting in Taiwan. So that was about NatCat. Now we can do much more than just NatCat, as I said at the beginning. And the system, or the principle behind it, is exactly the same. As soon we are able to find an index or a parameter, which has to be reliable, fully transparent, hopefully not influenceable, all-time responsive, then we feel comfortable to take this as the reference for a new parametric cover. And sometimes it's the client, the data doesn't need to come from external. It can even be that the client has this data himself. And on the example we use here is that this is a production company which basically has a fixed number of pieces flowing out their factory at the end of the day. They know exactly how much is coming out. And they have the plan, they have the financial numbers, they have the targets, they file the numbers usually 12 to 18 months in advance. They have the history. And this is data. When this is fully transparent and reliable, we can use for a cover. So what we do here is, we call it a double trigger. We say, okay, what are the named perils, or what are the to be insured risks or to be covered risks that can influence basically the outflow volume of our client? And these are all the blue dots you see. It can be all the weather patterns, the earthquake, machinery breakdown, fire, or the question mark to be defined, which we don't know yet. These risks, they have to be named due to the contract setup, and this has to lead to a drop
in their outflow. And now we're already here. So we go from the regular outflow volume they have. Assume we have an event, and you can see that with the red arrow, that the event causes a drop of a certain magnitude. We entering into a zone where we say, okay, how much does that drop need to be that we feel comfortable to step in and take over the risk for our clients? So the orange zone is basically kind of, you can call it deductible, or the franchise deductible. And then we're entering into these red zones. We call that the risk transfer zone, where we take their production shortfall on a daily basis, on a weekly basis, on a monthly basis, up to the time the index recovers, or basically when we go back to normal, or up to the moment when they have used the full limit, which was, of course, predefined. Thank you. Merci Yann. Alors, Descartes Underwriting, nous aussi, on est l'un des acteurs sur la scène de l'assurance paramétrique. Nous sommes structurés comme un MGA ou une agence de souscription, c'est-à-dire qu'en fait, on travaille avec les courtiers comme le ferait un assureur, sauf qu'en réalité, on souscrit pour le compte d'un panel de porteurs de risques qui sont des assureurs et des réassureurs de premier rang. On travaille quasiment uniquement avec les courtiers parce qu'on travaille sur le segment des mid to large corporates, donc essentiellement ceux qui sont présents à l'AMRAE et donc avec les courtiers. Et le créneau sur lequel on se positionne chez Descartes, c'est basé sur la conviction que le boom dans les technologies disponibles et dans les données disponibles permet aujourd'hui d'assurer tous les risques naturels grâce à l'assurance paramétrique. Les données disponibles, ce sont des données satellitaires, des données radars, des données qui proviennent de l'imagerie satellite. Et ce sont aussi les capacités d'analyse que l'on a de ces données en reconnaissance d'images ou en analyse en temps réel des données transmises. Donc ça s'applique aussi bien sur les catastrophes naturelles. Vous avez eu un topo sur le cyclone par Yann. La même chose s'applique pour l'inondation avec des objets connectés, pour le tremblement de terre, etc. On en détaillera plus tard. Ça s'applique évidemment pour l'agriculture, qui est aux premières lignes en termes de risques climatiques, pour le gel, la grêle, la sécheresse. Ça s'applique bien entendu pour l'énergie, évidemment pour l'énergie renouvelable, puisque la nature, c'est le fluide qui permet de produire de l'énergie, le vent pour l'éolien, le rayonnement solaire, les rivières pour l'énergie hydroélectrique. Et puis ça s'applique également sur un point que Alain a détaillé plus tôt, c'est-à-dire tous les sujets de perte d'exploitation sans dommage, de supply chain, et donc tout ce qui peut se passer et qui est mesurable objectivement le long d'une supply chain. Donc à quoi ça sert d'utiliser le plus possible la tech et les données disponibles? Donc c'est pas la tech pour la tech, c'est vraiment le but, c'est d'avoir un produit qui réponde de façon extrêmement précise aux besoins des clients en limitant le basis risk. Donc le but, c'est quoi? C'est d'observer de façon objective tous les risques quantifiables. Donc on en observe de plus en plus, que ce soit par satellite en ayant une précision accrue. Il y a 20 ans, les données satellites qui mesuraient par exemple la pousse des prairies, elles avaient une précision en France à l'échelle grosso modo du département. Aujourd'hui, on a une échelle à quelques dizaines de mètres près sur les données satellites. Et sur les données radars, c'est encore plus fin. Mais également d'observer davantage de risques. Donc aujourd'hui, par exemple, on est capable de déployer des capteurs pour mesurer la hauteur des vagues pour une marina sur la côte. Et on est capable de le faire avec un coût qui a été divisé globalement par 10 au cours de la dernière décennie. Si je prends l'exemple des capteurs de gel pour l'agriculture, il y a 20 ans, on était obligé de se baser sur les capteurs officiels Météo France qui parfois étaient très loin du site assuré, donc ils ne reflétaient pas la topographie d'un vignoble, par exemple, ils ne reflétaient pas son exposition, le fait qu'on soit en haut de vallon ou en bas de vallon. Aujourd'hui, pour quelques centaines d'euros, on est capable d'installer des stations chez le client pour mesurer la hauteur d'eau sur son site. La même chose s'applique pour l'inondation, par exemple. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de se baser uniquement sur les jauges qui sont officielles de Eau-France, Voies navigables de France sur les rivières. On peut installer des capteurs sur les sites du client qui vont venir mesurer le niveau d'eau
sur le site du client. Donc le but, c'est de mesurer de plus en plus de risques, de plus en plus précisément et en limitant le basis risk pour répondre d'une façon extrêmement précise et sur mesure aux besoins des corporates. Donc j'ai donné ici des types de données qu'on peut utiliser aujourd'hui. L'imagerie radar, qui est extrêmement puissante parce que contrairement à une photo satellite, eh bien avec le radar, vous voyez à travers les nuages, vous voyez à travers la nuit. Donc pour la détection d'inondations, par exemple, c'est extrêmement puissant. Pour la détection de précipitations, la détection d'orages de grêle, avec des données qui vont jusqu'à la taille des grêlons. Des objets connectés, des capteurs connectés. J'ai parlé des capteurs inondations, mais les cartes en cas de tremblement de terre qui permettent de savoir l'intensité des secousses en tout point, elles sont aussi basées sur de la calibration par des objets connectés. Et les capacités d'analyse que l'on a de ces images, où aujourd'hui, grâce à l'imagerie satellite et à l'analyse qui en est faite, on est capable de reconnaître des zones brûlées en cas d'incendie de feu de forêt, on est capable de reconnaître la nature d'un sol grâce à des techniques d'analyse d'images satellites. Donc je vous donne un exemple, vous avez eu un topo ouragan par Yann. Donc moi je vais vous faire un petit topo sur le tremblement de terre qui est aussi un des périls de pointe auxquels font face les grands groupes aujourd'hui et un de ceux qu'il est devenu de plus en plus difficile de couvrir avec des solutions traditionnelles parce que les limites fondent, en particulier dans les zones dites zones pic comme la Californie ou le Japon. Donc finalement, d'une façon assez parallèle au cyclone, il y a deux façons de le couvrir. Une première façon qui s'appelle Cat in a Circle. C'est le même principe que le Cat in a Circle du cyclone qu'on a vu tout à l'heure. Toujours rien à voir avec les chats, c'est cat pour catastrophe. Et le principe, c'est qu'on va tracer des cercles concentriques autour du site ou des sites. On peut faire ce schéma pour des centaines ou des milliers de sites que l'on cherche à assurer. Et définir à chaque fois conjointement avec les courtiers et avec les clients la grille d'indemnisation qui va refléter le sinistre qui est attendu. Donc par exemple, dans le schéma qu'on voit ici, on a 3 cercles, un cercle de 10 km, un cercle de 25 km et un cercle de 50 km. Et en cas de survenance d'un tremblement de terre, suivant où se trouve l'épicentre, eh bien plus l'épicentre est proche du site et plus la magnitude est élevée, plus le paiement que le client va recevoir sera élevé. Par exemple, si vous choisissez une limite de 100 millions d'euros, si vous avez un sinistre de magnitude 7,5 ou plus, qui survient avec un épicentre à moins de 10 km de votre site, vous touchez 100 millions d'euros. A l'inverse, si le séisme survient plus loin, à 50 km de votre site, et qu'il est moins fort, qui fait seulement 6,5 de magnitude, dans ce cas-là, vous toucherez moins, vous toucherez 2 millions d'euros. Donc ça, c'est un exemple. Ces grilles-là, elles ne sont jamais imposées aux clients, ça n'aurait aucun sens. Elles sont toujours construites avec le client, avec le courtier, et c'est un travail qu'il ne faut pas minimiser. C'est ça qui va vous permettre d'anticiper les pertes que vous allez avoir en cas de survenance d'un sinistre. Ces structures, qui s'appellent Cat in a Circle ou parfois Cat in a Box, ce sont les structures historiques du paramétrique. Ce sont ces structures-là, par exemple, qu'on retrouvait sur les cat bonds, très souvent. Ce sont des structures qui sont moins précises que le wind at location ou le shake at location, donc les secousses au site qu'on va voir plus tard, mais qui sont robustes et qui continuent d'être très largement utilisées sur le marché. Et encore une fois, la source de données, ce sont toujours des données officielles, des données qui proviennent de bases de données transparentes, c'est-à-dire qu'à la survenance du tremblement de terre, vous savez, nous savons, le courtier sait, tout le monde sait quelle est la magnitude et quelle est la localisation de l'épicentre reporté, et c'est ça qui sera utilisé dans la police pour qu'il n'y ait absolument aucun flou et aucune discussion possible sur les données utilisées. Donc voilà pour les tremblements de terre sur leur structure historique, donc Cat in a Circle. Là aussi, on peut aujourd'hui mettre en place des structures qui sont beaucoup plus granulaires, qui s'appellent des structures en Peak Ground Acceleration. Donc c'est l'accélération maximale du sol en tout point. Ça va définir l'intensité des secousses en tout point,
Et donc, on peut la voir exactement là où est votre site ou là où sont vos sites, puisque, à nouveau, ce sont des structures que l'on peut déployer sur des portefeuilles de centaines, voire milliers de sites. Alors, comment ça fonctionne ? Le PGA, c'est une mesure qui est définie à chaque fois après un événement par un chiffre qui généralement va être entre 0,1 et 0,2 pour des secousses très faibles jusqu'à parfois plus de 1 pour des secousses très importantes. Et en face de chaque intensité de secousse, telle que définie par leur Peak Ground Acceleration, on définit une indemnisation. Là aussi, en pourcentage d'une limite que vous choisissez, qui d'ailleurs peut être une limite différente d'un site à l'autre, et qui représente simplement le payout maximal que vous souhaitez recevoir pour chaque site. Ce n'est pas forcément la valeur PDBI du site. Ça peut être simplement la somme maximale que vous souhaitez recevoir parce que ce site est un bottleneck dans votre supply chain, parce que ce site représente un poids en actifs intangibles qui est important. Donc, c'est vous qui choisissez la limite que vous mettez sur chaque site. Les structures, donc dans l'exemple que j'ai mis là, on voit que la structure PGA, elle permet d'être plus fine dans la description de la forme des dégâts suite à un séisme. Ce n'est pas forcément circulaire autour de l'épicentre, et puis plus on est près, plus il y a de dégâts, plus on est loin, moins il y a de dégâts. Parce que souvent, un séisme, c'est une faille qui lâche, et elle ne lâche pas en un point, elle va lâcher sur une section de la faille. Donc très souvent, en fait, quand vous regardez l'empreinte des secousses du sol suite à un séisme, vous allez voir des formes un peu allongées ou rectangulaires. Là, on le voit bien, on voit en fait la section de faille qui a lâché. Et donc, ça vous permet effectivement d'être plus précis et de refléter d'une façon qui est plus objective les dégâts potentiels que vous aurez eus sur le site. L'autre intérêt pour vous, c'est que si vous avez fait faire une étude CAT, une étude de vulnérabilité par exemple de vos sites, bien souvent vous allez avoir des résultats qui vont vous donner les pertes attendues en fonction du PGA. Donc ça vous permet aussi de calibrer votre grille en fonction de ces études. Voilà pour le tremblement de terre. Donc, ce sont des structures qui sont plus granulaires, qui sont plus récentes et qui permettent de représenter de façon plus précise l'impact d'un tremblement de terre sur vos sites. C'est tout pour moi pour le tremblement de terre et des exemples concrets valent toujours mieux qu'un long discours. Donc, on passe au cas d'usage et c'est Alain qui commence. Merci Violaine. Alors ce cas-là, c'est un cas réel. Donc j'ai donné quelques informations qui sont confidentielles. Je n'ai pas donné tout, mais en tout cas, ça représente un produit que notre groupe achète, un produit paramétrique qu'on achète aujourd'hui et qu'on achète depuis 2014. Donc pour couvrir notre risque de tremblement de terre au Japon, qui est un risque très important pour notre société, on fait 8% de notre chiffre d'affaires au Japon, ça fait à peu près 5 milliards d'euros. Donc, et notre concentration d'activité retail est relativement bien définie et donc la répartition est concentrée sur 3 zones qu'on verra tout à l'heure. Donc, Tokyo, Osaka, Nagoya, on verra, pour ceux qui ne sont pas forts en géographie japonaise, on verra où ça se situe, mais en tout cas, c'est des fortes zones de population dans ce pays. Donc, on souhaite couvrir les activités, les pertes PE suite au tremblement de terre. Et on a, au fait, toute cette réflexion sur le paramétrique a débuté suite au constat après Fukushima en 2011, où c'était un tremblement de terre qui était loin de Tokyo, mais néanmoins, on a eu des pertes économiques relativement importantes, mais peu de dommages directs à nos magasins retail, qui étaient plutôt à Tokyo. Fukushima est un endroit qui n'est pas très peuplé, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de boutiques de luxe dans cet endroit. Mais en tout cas, on a subi une perte économique relativement importante et on a constaté que le programme dommage qu'on avait en place, le programme dommage classique avec une assurance quake classique, a couvré à peu près 10% de la perte économique qu'on a subie. Et donc, quand j'ai expliqué à mon CFO 1 an et demi après le sinistre que le contrat au Japon qu'on a acheté depuis 15 ans couvrait que 10% de la perte, il m'a dit, mais à quoi ça sert ce truc-là? Il faut peut-être l'améliorer. Donc, bon, il s'avère que le timing était relativement bon parce que Swiss Re, je crois qu'ils ont eu leur licence de paramétrique au Japon peu après Fukushima. Et donc, on a eu un long discours. Donc, c'est juste pour vous dire que dans un premier temps, on a eu un débat qui a duré 3 ans avec Swiss Re, avec mon CFO, avec mon directeur de trésor,
avec des ingénieurs. Donc la préparation était relativement importante et le résultat, c'est ce que vous allez voir. Donc le paramètre déclencheur, comme Violaine vient de dire, on a choisi le PGA, Peak Ground Acceleration, parce que c'est très corrélé apparemment, c'est ce qu'on nous a expliqué et ce qu'on a confirmé, que le secousse, l'accélération latérale de la Terre est très fortement corrélée au dommage matériel. Donc, et surtout si on choisit une fréquence appropriée, enfin, je vous passe les détails, mais en tout cas, il y a une très forte corrélation entre la PGA et le dommage matériel, et donc le dommage économique consécutif. Donc, on a choisi le GMA, qui est le Météo France ou équivalent du Japon, Japan Meteorological Agency, selon un Shindo Scale. Le Shindo Scale, c'est une échelle de mesure au Japon qui mesure l'intensité des tremblements de terre. On verra dans l'exemple, dans le prochain slide, comment ça fonctionne. Et on a choisi 15, au début, 15 de ces stations, base stations, situées tout près de notre concentration de risque. On verra sur le prochain graphique. Donc, on a choisi, on les liste sur le contrat, ils ont des noms, ces GMA stations, et on a même nommé un backup, c'est-à-dire si jamais le GMA station nommé ne fonctionne pas, parce heureusement qu'on est au Japon, donc ça a forte chance que ça fonctionne, mais si ça ne fonctionne pas, on a un deuxième base station qui peut jouer en cas de défaillance technique, parce que c'est quand même embêtant que vous attendez 50 ans pour le tremblement de terre, au moment où vous en avez besoin, le base station ne marche pas. Donc, bon. Bref. Donc, sur le prochain slide, donc voilà comment il est structuré. Donc les 15 GMA stations sont situées, donc vous voyez, nos concentrations de valeurs d'assurance et valeurs économiques sont ici. 80% de notre TIV au Japon se situe dans ces trois zones de Tokyo, Nagoya et Osaka. Et dans ces zones-là, on a choisi 9 stations. Donc, ce qui fait qu'à peu près, on a une couverture autour de chaque station, un rayon de 5 à 7 km. Donc, et on a étudié aussi l'atténuation donc c'est suffisant. Donc 5 à 7 km de rayon, on a 9 dans la zone de Tokyo, 2 à Nagoya, 4 à Osaka, et dans ces cercles-là, on a 80% de nos TIVs qui y figurent. Donc 15 GMA stations qui sont nommées sous la police, et après on utilise le Shindo Scale. Le Shindo Scale, c'est ce qui est publié au Japon quand vous avez un tremblement de terre, c'est 5,5, 5,6, 5,7. Donc c'est une mesure officielle. Et donc, en fonction de ce Shindo Scale, qui est publié peu de temps après chaque tremblement de terre, il y en a beaucoup au Japon, vous avez donc ce Shindo Scale. Et nous, on a choisi de commencer à 5,5. C'était donc une étude. On s'est dit, à 5, on a un peu de dommages, mais pas trop. Donc, voilà, ce n'est pas une science exacte, mais si on déclenche plus bas, c'est plus cher. Si on déclenche plus haut, c'est moins cher. On a considéré que 5,5, c'était un bon début. Et en fonction, vous voyez, en fonction de la magnitude de secousse, le Shindo Scale mesure la secousse latérale, vous avez le payout, c'est en milliards de yens, donc le payout par base station. Donc si vous avez 3 base stations impliquées dans le même tremblement de terre, chaque base station a sa limite, donc vous cumulez les limites et c'est ça la payout totale du sinistre. Parce que ça se peut que vous avez un gros tremblement de terre à Tokyo, il y a plusieurs stations qui vont noter des readings qui sont peut-être différents, mais en tout cas c'est une limite par base station. Et la limite maximale par base station était 2,5 milliards de yens, divisé à peu près par 100, grosso modo, pour être en dollars. Donc, il faut définir cette limite par base station. On a utilisé, pour fixer la limite de la police et tous les sous-limites et les pourcentages, on a utilisé une étude RMS et on a pris le estimated loss à 250 ans. On a choisi 250, on n'a pas choisi 100, on n'a pas choisi 500. On a choisi donc ces pertes-là sont supposées être relativement proches à un événement de 250 ans au Japon. Bien sûr, si vous avez 100 ans ou 50 ans, les paramètres sont très différents. Mais nous, on a choisi 250 ans. Et juste pour vous donner une idée, à l'époque, on avait donc, on parle rarement du coût, parce que c'est vraiment très variable, mais pour ce produit, on a le coût, le rate online sur la limite qu'on a achetée était de l'ordre de 2,5 à 3%. Donc, ça vous donne une idée du coût. Alors, il s'avère que ça tombait assez bien parce que la prime qu'on payait au Japon pour le tremblement de terre sur le marché traditionnel d'assurance n'était pas loin de ces montants-là de coûts et avec des limites plus basses et des rétentions plus élevées. Donc, pour nous, ce n'était pas une création de budget, mais un transfert de budget. On a sorti le Quake du programme traditionnel et on a mis ce programme séparé qui, à notre avis, répondait mieux et était même plus économique. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-là,
il s'avère que c'était un coût qui était supportable pour nous, donc 2,5-3. Donc aujourd'hui, quand on regarde les rates online pour les Wind Caribbean ou pour les Calquake, on est au double de ces rates online. Puis si on s'aventure dans le monde de cyber, on est à des rates online qui sont entre 5 et 10. Donc bon, ça vous donne une idée que c'est cher, mais en tout cas, c'est ce qu'on a, nous, on a fini par absorber en tant que coût pour couvrir le tremblement de terre au Japon. Donc c'est un produit qui est en place depuis 6 ans. On n'a pas de sinistre encore parce qu'on n'a pas eu de gros tremblement de terre, heureusement, au Japon. On souhaite que ça ne se produise pas. Et en tout cas, c'est supposé être un truc qui est tous les 250 ans selon les modèles, mais les modèles ne sont pas précis. Donc, en tout cas, nous, on est convaincus que cela couvre bien notre risque économique au Japon pour le tremblement de terre dans ce pays. Et donc, voilà ce que je pouvais en dire là-dessus. Okay, use case for wind, as I said before. So what we had a client of ours, sits in Florida. He's operating more than 500 petrol stations for the petrol, and they approached us in having this problem because when a hurricane hit Florida, then usually they get a loss out of it, and they wanted to have a new kind of solution to covering their assets. I said more than 500 stations, as you can see on all the blue dots on the left side. Covering 500 stations with a cat in a circle model is probably an exercise which takes forever. That's why we decided we should move to the new generation. That's what we then did. And just quickly, the particularity about the petrol stations. So the most vulnerable part of a petrol station, especially in the US, is the big canopy, basically the rooftop they have to protect the station from the sun, the weather, and. So this is basically the most vulnerable part they wanted to protect. So they did not really care about the stuff on the ground. It's just the rooftop, the canopy. So I said what we did then is we used the storm model, and we have a shortcut as well. Instead of doing or selecting more than 500 measurement stations on this grid, what we usually do when it comes to multiple location covers, we start clubbing them and put them together. And what we do, we map them on the zip codes, because here, state of Florida, zip codes are usually not that large. So if you basically take the century of a zip code as the reference point for the cover to be paid out or not, this is a pretty good proxy. So then we reduce the 500 plus locations to 560 zip codes. Limit they bought or they're buying is 2 million. The cover starts responding hurricanes of a wind speed more than 60 miles an hour, up to everything larger than 105 miles. It sounds a bit low now, but because we're talking about the inland station, so this account doesn't have beachfront exposure, so it's all inland, and as soon the hurricane makes landfall, the wind speed usually drops very quick. Next slide. So, and as I said before, and we learned before, we always need to stress test the model, and basically the stress test models are the two on the left side. It's the 2004 for Charlie and Wilma. So what we did is we simulated these two hurricanes, and they have very particular footprints. So Charlie was a Cat 4, so very thin pass, very intense, dark colors. Compared to Wilma, Wilma hit only the southern part of the states. Interesting enough is they both caused the same kind of damage. So if we then run this through the simulation, we came up that the loss sustained from the client compared to what they really sustained should be or would have been roughly $400,000 US dollar loss, which was corresponding to the reality. Then the model got tested, or the cover got tested in 2021 from Irma. You see the footprint of Irma is a bit
It's much further spread. It's lower intensity because the colors are not that dark. However, wider spread, more locations affected, partial damage, which caused at the end almost the same, that's really interesting, almost the same payout as the other two they did not buy cover for. So good example that the hurricanes can be very different in respect of shape and official magnitude of category, but at the end it's really particular how they approach your assets. And of course, what you can see on the screen as well, on the table, how many zip codes were affected. So there is no wonder that for lower speed on Irma, we had about 60 zip codes affected. No zip codes suffered or experienced wind speed more than 100 miles an hour, compared to Charlie and Wilma, where we had, for Charlie, we had one location, one zip code for more than 100 miles an hour and 3 for at 100 miles an hour. So this is really the particularities of hurricanes, and you can cover them the best way with this storm product, with the intensity based on the location. Good, then note. Last case. Et donc un dernier cas pratique qui vient illustrer 2 sujets d'actualité. Le premier, ce sont les feux de forêt. Donc c'est une conséquence qui est assez dramatique du changement climatique, mais on voit une multiplication dans la fréquence et dans l'intensité des feux de forêt, évidemment en Australie et en Californie, mais finalement aussi sous d'autres latitudes. La saison dernière a vu des feux de forêt survenir dans des latitudes très très au nord, et également en Turquie et en Grèce. Bon, et c'est un phénomène qui malheureusement est appelé à se poursuivre. Et une autre tendance d'actualité qui est le fait de devoir compenser son empreinte carbone. Donc pour énormément d'industriels dont l'activité génère une forte empreinte carbone, le transport aérien, le transport maritime dans une certaine mesure, beaucoup de producteurs d'énergie, enfin tous ceux qui sont ni renouvelables ni nucléaires globalement, il y a une obligation de compenser son empreinte carbone. Et une des façons principales de le faire, c'est d'investir dans des forêts, soit directement en achetant des parcelles de forêt, soit au travers de l'investissement dans des fonds en gestion d'actifs forestiers, qui s'appellent des TIMO, Timber Investment Management Organizations. Donc, ces investissements, ils permettent de bénéficier de crédits carbone qui sont reconnus comme un offset, une compensation acceptable de l'empreinte carbone de l'industriel. Seulement, qu'est-ce qui se passe si cette forêt brûle ? Eh bien, si cette forêt brûle, vous perdez les crédits carbone auxquels vous aviez droit à travers cet investissement. La seule solution, c'est de racheter des crédits carbone sur le marché ouvert des crédits carbone, et ça a un coût. Et aboutir à une couverture pour ce schéma de crédit carbone sur le marché de l'assurance traditionnelle, c'est quasi impossible parce qu'en fait, ce n'est pas le bois que vous perdez. Et ce n'est pas contre la valeur du bois que vous voulez être indemnisé. C'est contre ce que ce bois représente en capacité d'absorption de carbone et ce que ce carbone absorbé coûte en équivalent de crédit carbone. Donc on est en fait sur des actifs très immatériels et très intangibles, mais qui pour autant ont un coût important pour les industriels. Et c'est là que l'assurance paramétrique peut rentrer en œuvre, puisque c'est une des caractéristiques qu'Alain détaillait au début, c'est que la perte financière que le produit paramétrique vient couvrir, on ne regarde pas si c'est une perte physique, une perte immatérielle, une PE consécutive, non consécutive, une perte financière, tangible, intangible. Donc ça peut couvrir ces schémas de crédit carbone auxquels un nombre croissant de corporates sont confrontés. Donc, comment ça fonctionne ? La première étape, c'est assez simple, c'est de définir les parcelles de forêt sur lesquelles vous souhaitez être couverte. Donc les parcelles soit que vous avez achetées, soit dans lesquelles vous avez investi. Donc voilà, vous avez X hectares de forêt.
qui sont connus. On a des fichiers qui s'appellent des shapefiles et qui vont tracer le contour de là ou des parcelles, parce que c'est souvent un grand nombre de parcelles sur parfois plusieurs continents qui vont être utilisées pour cette opération. Et ensuite, de définir la quantité de carbone qui est absorbée par chaque hectare et combien ça coûte, ça, en équivalent crédit carbone. Donc on va fixer un prix forfaitaire qui correspond au prix de marché pour les crédits carbone. Qu'est-ce qui se passe en cas d'incendie ? Eh bien, en cas d'incendie, on va venir détecter par satellite la surface brûlée parmi les parcelles couvertes. Donc on va dire, sur les X hectares que vous avez souhaité couvrir, il y en a, donc 100 hectares que vous avez souhaité couvrir, il y en a 50 qui ont brûlé. Ces 50 hectares correspondent à un certain nombre de crédits carbone, 100 crédits carbone, qui coûtent 20 000 chacun. Donc ça vous fait une perte de 2 millions d'euros. C'est un exemple après un incendie. Donc l'indemnité versée, c'est une indemnité qui est forfaitaire. Le nombre d'hectares brûlés fois le coût en équivalent crédit carbone qu'on aura alloué à l'avance, dès le contrat, à chaque hectare. Donc c'est immédiat et ça donne du cash immédiatement à l'entreprise pour racheter d'autres crédits carbone sur le marché, ou du moins pour compenser cette perte en capacité d'absorption carbone que vous avez subie du fait de l'incendie de forêt. Donc on est vraiment en plein dans les nouveaux risques des corporates qui sont liés au changement climatique et à la responsabilité de chacun de participer à la compensation de l'empreinte carbone de nos activités. Voilà pour le dernier cas d'usage. Donc ça nous laisse du temps pour les questions. Okay. So, again, I recommend we use Slido first. So we give another 2 minutes to enter your questions in Slido and vote for the most popular ones. Then we go for Slido questions first, and then we go for further questions in the room. Il n'y a que 3 questions pour l'instant. I guess no, they're coming. Okay. It has 4. Yeah? Okay. S'il n'y a que 4, on peut les traiter tous. Yeah. Donc on va commencer. S'il y en a Okay, d'autres, let's start. donc, Take first one. Anna? Yeah, you take it. No, you. Well, Me? well, Okay. Whatever. Oui, pourquoi est-ce qu'il y a plus de capacité pour les 4 risques dans les paramétriques que pour les contrats d'assurance traditionnels? Je pense parce que les contrats d'assurance traditionnels se font face à des problématiques de cumul. C'est-à-dire que les compagnies ont des cumuls très, très importants dans les endroits où la demande est le plus élevée. Donc, et de ce fait, ils sont obligés de limiter leur capacité par risque relativement faiblement parce que le cumul de toutes ces capacités pose un problème et a besoin d'être contrôlé. Le marché paramétrique est à part, séparé, et le pricing est vraiment un pricing par produit. Et donc, là, c'est plutôt un domaine des assureurs. Je pense qu'il y a moins de demandes de capacité déjà, donc ils peuvent donner de la limite plus importante par risque. Mais si un jour le marché paramétrique devient aussi gros dans les zones 4 que le marché d'assurance, je pense qu'on sera devant les mêmes problématiques. Je ne sais pas si ça résume bien. Oui, tout à fait. Qui veut prendre le second? Yeah, I can take it. I don't know if you can hear me. Yeah, through the mic. I don't have a very strong voice, so. Alors, est-ce qu'on peut superposer des paramètres? Oui, je dirais même, si je prends l'exemple qui est mis dans cette question, la structure d'indemnisation qu'on a vue précédemment dans les slides, c'est-à-dire en fonction de la magnitude d'un séisme, et bien combien est-ce que vous allez toucher, cette structure peut être différente d'un site à l'autre. Et c'est vrai qu'un séisme de magnitude 7 peut vous causer plus de dégâts
sur un site qui n'est pas construit de façon antisismique, alors que ça va vous causer très peu de dégâts sur un site qui est construit de façon antisismique. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de prendre des structures qui payent plus tard pour vos sites construits de façon antisismique, parce que ça va vous coûter moins cher. Donc oui, c'est adaptable d'un site à l'autre en fonction de la façon dont les sites sont construits. Donc encore une fois, il y a une flexibilité infinie sur le design des structures de payout, et c'est quelque chose sur lequel vous avez la main. Ça répond à la question. Okay. I can go for next one, the LTA question, the multi-year. Absolutely. So pre-priced is usually what we do, and to get some diversification over time, what we recommend is if you buy or decide to buy a 3-year deals, and the annual limit is, let's say, 20 million, we do not recommend to buy 20, 20, 20, so 60 million over 3 years. You rather should go, hopefully, if it's a net cat risk, you rather should expect only 1 or 2 events during this period. So we then rather would recommend to reduce the term aggregate limit to a 40 million or even a 20 million limit. You will result in some saving. What we always offer then to our clients is pre-agreed reinstatements. So pre-fixed reinstatements, so the price, if you erode your limit in year 1 or year 2, that the 20 or the 40 million are eroded, that you know exactly how much does it cost at the time you really need it to reinstate again to get another 20 million. Which is usually it's not the same price as the first 2 limits. What? Next one would that be? Which is next one? Quel est le volume? Volume de primes paramétriques dans le monde. Les questions arrivent donc. Moi, je ne peux pas répondre à ça. Quel est le marché paramétrique? En fait, le paramétrique, ce n'est pas une ligne de business, puisque le paramétrique peut servir à couvrir des risques qui étaient en property, donc en dommages, puisque ça va venir remplacer, comme dans l'exemple que Alain présentait, une couverture qui était donnée dans le dommage. Ça peut être utilisé pour de la construction. On va aller couvrir le risque tremblement de terre sur la construction d'un barrage, par exemple. Ça peut être utilisé en énergie. On va venir couvrir le manque de vent sur de l'énergie éolienne. Ça peut être utilisé sur des flottes auto. On va couvrir la grêle sur des flottes auto, par exemple. Donc, ce n'est pas une ligne de business, ce qui fait que vous ne la retrouverez pas dans les bases de données Axco ou autres, assurance paramétrique, TAC, temps. Donc, l'estimation qui en est faite, c'est qu'aujourd'hui, il y a 10 milliards de primes d'assurance en paramétrique dans le monde, et que ce chiffre est en très forte croissance, parce qu'il y a déjà une croissance du sous-jacent qui est le risque naturel, et également une accélération du basculement de couverture traditionnelle vers du paramétrique. Just going back to the statement I had at the beginning that 75% of all these big events are not insured, I guess the potential is huge for parametric, and there is much more we can do as we do today. Prochain, c'est très technique. Non, peut-être some types of cameras that cannot be parametric. I can take that one, or I can start at least. I would say usually we try to find always solution for risks which are hard or difficult to insure. The limitations, this is basically what we like to see and to do. If it's not insurable today, maybe it's tomorrow. Of course, there are some more difficult ones and less difficult ones. So one of the tricky ones, as you may know, is the water, or is the flood, as we call it. And there, especially when river flood, for example, you can easily cover on a parametric basis because you have the river gauge, it's low or high level of water. But when it then comes to events like flash flood, mudslide, etc., all these hydrological events, it's much trickier to come up with a proper parametric model. Moi, j'attends le jour, et je ne sais pas si vous pouvez nous donner une prédiction, où il y aura un produit cyber paramétrique qui va sortir, parce que ça nous soulagerait beaucoup de... Il y a déjà quelques initiatives qui sont faites dans le secteur, et ça fait partie des domaines où effectivement il y a une évolution des données disponibles qui
qui laisse entrevoir le fait qu'un jour, oui, ça devrait être possible. Alors, question sur le CO2 ou... Question sur les forêts. Donc je suis obligée de la prendre du coup. Si vous faites un projet de compensation de votre empreinte carbone avec un investissement dans des forêts, il y a un organisme qui va venir accréditer, calculer et puis certifier la quantité de crédit carbone auquel ça vous donne droit. Et ce sont des agronomes et des gens qui connaissent par cœur toutes les essences d'arbres. Donc effectivement, d'une essence d'arbre à l'autre, mais aussi suivant que votre arbre il est tout bébé ou qu'il a complètement grandi, évidemment, ça ne va pas absorber la même quantité de carbone. Et ça, c'est des organismes certifiés qui vont venir l'attester. Le prochain... Oh, there is another one first on top. So the circle and the eye of the cyclone, the example we saw before, this is exactly the challenge, because hurricanes, they never have the same size and never the same footprint. And that's why Cat in the Circle is good to a certain degree, but we needed to have an alternative which is more accurate, and that's why we came up with this intensity model, basically measuring the wind speed at the insured location compared to making sure that the hurricane needs to go through the box, which we may have set wrong. Une très bonne question à la fin. Qu'est-ce qui se passe si les pertes réelles, en fait, elles sont très inférieures aux pertes attendues? Bon, déjà, premièrement, normalement, tout le travail qu'on a fait en amont de définir les triggers en fonction des pertes attendues devrait faire en sorte que cette situation ne se produit pas. Bon, si jamais ça se produisait quand même, dans l'attestation de pertes que vous fournissez, donc vous dites oui, je certifie que j'ai bien eu des pertes à hauteur de... vous mettez un montant qui est le montant des pertes réelles que vous avez subies. Parce qu'effectivement, si vous touchez une indemnité de 100 millions alors que vous avez eu que 1 million de pertes, ça sera, si jamais il y a un contrôle fiscal ou autre, ça ne sera pas considéré comme une indemnité d'assurance. Ça sera considéré comme un profit financier que vous avez fait. Donc, par rapport à la comparaison Cat Bond versus produit d'assurance paramétrique qu'Alain a présenté en début de session, vous serez sur un produit financier. Donc, d'où l'attestation de perte. Et c'est à vous de dire, oui, j'ai bien subi des pertes à hauteur de telle somme pour recevoir telle somme. Est-ce que cela doit être vérifié par quelqu'un, cette attestation? Non, c'est C'est sur honneur? C'est sur l'honneur. Non, il n'y a aucun intérêt à ça. Le but, c'est que ce soit bien calé dès le début, en fait. C'est vraiment ce qu'a expliqué Alain. Normalement, s'il y a une décorrélation, elle est très faible. Elle ne sera pas plus importante que ce qui peut se produire en assurance traditionnelle. So from a regulatory perspective in Europe, we only need two requirements to be fulfilled compared to the US. And in Europe, you don't need to prove the official proof of loss. So what is accepted to be classified as insurance is that you only cover a fraction of the total exposure. So if the total exposures are 2 billions and you cover 100 million, this is accepted as number one. And number two is it needs to be pre-agreed. So pre-agreed means the insurer and the insured, they need to sit together, basically doing the work prior to the loss, sit together and define the exact payout scheme, what will be reimbursed in case of which event and what magnitude of event. And then the last thing I can add here is that usually our covers, they are not attaching low. So if the wind blows with 20 miles an hour, our cover will not respond. And that's why we would never have this kind of windfall profit, we call it, that the client gets more reimbursed than he really suffered. And usually at the end, if you have a windstorm 100 miles an hour flying over your assets, for sure you're going to have some damage. And maybe it's not physical damage, but maybe the road or the access to your building is blocked. And then this corresponds or triggers automatically extra costs, which wouldn't be insured if you buy traditional PDBI insurance, but are covered on the parametric side. Une dernière question. Techniquement, est-il possible d'appliquer l'assurance paramétrique à grande échelle? C'est ce que vous faites au Japon. Oui, c'est grande échelle, c'est tout le pays. Vous avez vu au Japon, on couvre 80% de nos TIVs via le produit paramétrique. Donc c'est quand même
des TIVs qui sont très importants, des limites de garantie qui sont très importantes, parce qu'on a un risque de perte d'exploitation qui est dans les milliards, se cumuler dans ces pays-là. Heureusement que la perte de 250 ans d'RMS, ce n'est pas les TIVs. C'est un pourcentage des TIVs qui se situe entre 10 et 20. Et donc, c'est ce pourcentage des TIVs qui a été utilisé pour fixer la limite du contrat. Et puis le coût éventuel de la prime en fonction de cette limite. Donc oui, ça peut être utilisé à plus ou moins grande échelle. Global, je ne sais pas, mais en tout cas, typiquement les risques climatiques, il y a une délimitation géographique quelconque qu'on peut définir. Là où on a des assets, c'est important. Si c'est l'Arabie Saoudite, en dehors des pétroliers, il n'y a pas beaucoup d'exposition, j'imagine. Donc, parce qu'il n'y a pas beaucoup de densité. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle qui ne seraient pas sorties sur Slido? Ah, une nouvelle question. Une question vient d'arriver. Just come in. OK. You want to take it? No, you can start. Okay. I can take it. I can take it if you want. Il n'y a pas nécessairement de différence tarifaire entre les deux. Disons que c'est difficile à comparer parce que c'est pas la même structure. Mais il y a pas de raison qu'il y en ait une spécialement plus chère que l'autre. Ça dépend de comment est-ce qu'on fixe à chaque fois la structure d'indemnisation. What I can only say here is that usually when, and the word is basis risk, as soon the basis risk gets higher, usually this will be reflected in the price. Because as more, or if you have a more precise structure which hopefully then responds in the best way they can or could respond, then the price is the right price. But if you have a cover, you don't know if it responds. And this goes for both sides, for the insurer and the insured, then this will be reflected at the end of the day in the price. D'autres questions dans la salle? Il y a un monsieur derrière qui lève sa main. Oui, il y a eu des payouts. Alors, c'est pas toujours public, hein, puisque c'est confidentiel quand un client est sinistre, mais il y en a certains pour lesquels il y a eu des communications qui ont été faites sur le marché. Récemment, avec le cyclone Rai aux Philippines, il y a un pool, un partenariat public-privé qui a été déclenché, qui a payé 50 millions. Et c'est très satisfaisant pour les États, parce que c'est du cash tout de suite qui leur permet de répondre à la crise. Quand il y a eu le cyclone Harold en 2020, il y a un autre pool dont on est participant chez Descartes, qui s'appelle le PICRIC, qui a déclenché aussi. Et pareil, de façon extrêmement satisfaisante pour le pays, puisqu'en plus, ils étaient en plein lockdown à cause du Covid. Donc, de toute façon, ils n'auraient pas pu avoir une expertise sur place. Donc, ça a été très utile pour eux. Donc, les paiements qu'il y a eu ont vraiment été très satisfaisants pour les assurés. Et la question sur est-ce qu'on peut avoir recours contre les modélisateurs s'ils se gourent? En fait, c'est vous qui êtes acteur de la structure. Hein. La structure, elle est pas imposée par un modélisateur ou par un assureur. La structure, elle est construite conjointement avec le courtier, avec l'assuré, avec les études CAT qu'il a pu éventuellement diligenter. Donc, on est tous acteurs de la structure. Elle ne vous est pas imposée. Donc, ça n'aurait pas de sens de faire un recours contre qui que ce soit. Autre question, une dernière, s'il y en a une? Parce qu'on est presque dans les temps. Non? Bien, je reste à remercier mes collègues, Violaine et Yann, pour leur présentation et vous remercier pour votre écoute. Et j'espère que ça a été utile pour vous. Merci.